J'en discute avec l'ex-sous-commissaire adjoint à la GRC, Pierre-Yves Bourdois. Bonjour, Monsieur Bourdois. Bonjour. Je le disais, c'était aujourd'hui une journée de témoignages fort attendue de façon générale. Qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez retenu de la performance de Brenda Lucki, si on peut l'appeler ainsi? Est-ce qu'elle s'est bien défendue? Est-ce qu'elle s'en est bien sortie? Le rôle de la commissaire devant la commission, c'est de juste s'assurer de bien véhiculer le message concernant les communications entre le bureau du commissaire, les élus et aussi les autres partenaires importants. La commissaire a fait montre jusqu'à un certain point de retenue dans son témoignage, mais en même temps, il y avait certains aspects de son témoignage qui étaient inquiétants. Un, c'est qu'elle a reconnu que lorsqu'elle a assisté à une rencontre du cabinet le 13 février, c'est-à-dire la journée avant l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence, elle avait dans ses notes le fait que la GRC possédait encore dans ses mains des outils légaux pour pouvoir mettre un terme à l'occupation. Mais elle n'a pas parlé lors de cette réunion du cabinet-là. Donc, c'est assez troublant. Et l'autre volet, c'est lors de son témoignage, elle a indiqué qu'elle ne se souvenait pas de la discussion qu'elle avait eue avec le commissaire de la police provinciale de l'Ontario concernant certains déploiements d'effectifs et des plans opérationnels qui étaient quand même importants. Donc, ces oublis-là mettent quand même en lumière certains éléments fautifs dans l'approche de la GRC vis-à-vis cette situation-là. Mais c'est très bizarre parce qu'on avait beaucoup entendu, puis c'était admis comme évidence, comme preuve, un courriel que Mme Lucki, le commissaire Lucki, avait envoyé quand même au bureau du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino. Ouais. Elle avait envoyé quand même un courriel à son bureau disant qu'elle ne pensait pas que tous les outils avaient été employés. Mais là, vous dites justement qu'aujourd'hui, elle est allée un peu plus loin pour dire qu'elle n'a pas pu aller aussi loin qu'elle aurait voulu ou qu'elle aurait dû avec les instances politiques, avec les ministres. Exactement. Lorsqu'elle était assise à la réunion du cabinet, elle avait dans ses notes le fait qu'il y avait des outils encore nécessaires, mais elle a reconnu ne pas avoir exprimé son point de vue devant les ministres qui étaient rassemblés au cabinet la veille, en fait, de l'invocation Mais ça souligne aussi quand même par le fait qu'elle semblait donc, selon ça, elle semblait être convaincue que les mesures d'urgence, la loi sur les mesures d'urgence n'était pas nécessaire. Il y avait encore toujours des outils à utiliser. Oui, mais ce qui est fascinant, c'est que tous les corps policiers, les forces de l'ordre ont reconnu qu'ils avaient en main des outils. Mais lorsque la loi sur les mesures d'urgence a été invoquée le 14 février et que le 18 février, les autorités sont entrées pour en fait déplacer l'occupation du centre-ville d'Ottawa, les remorqueuses étaient là pour supporter les policiers et les policiers ont tous reconnu d'emblée que la loi des mesures d'urgence leur a permis justement de pouvoir déployer les remorqueuses pour déplacer les camions. Donc, d'un côté, on dit, on avait des outils nécessaires, mais de l'autre, en même temps, on dit, on s'est servi de certaines provisions de la loi des mesures d'urgence pour effectuer le déblocage de l'occupation du centre-ville d'Ottawa. Mais pour le commun des mortels qui regardent cette commission, un des buts principaux de cette commission, c'est justement de décider si l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence était justifiée et justifiable. Et si tous les corps policiers disent que, bon, non, on pensait qu'on avait déjà les moyens et on avait même un plan qui prédatait la loi sur les mesures d'urgence, après le fait, les corps policiers disent, bon, non, mais ça a été quand même pratique, ça nous a dépanné, ça nous a aidé, comme avec les remorqueurs. Qu'est-ce que ça fait pour l'argumentation fondamentale du gouvernement que c'était mérité, que c'était justifié et que c'était essentiel? Ce qui est intéressant, c'est que justement, les corps policiers vont donner ni plus ni moins de l'eau au moulin aux élus qui vont se présenter au cours des prochains jours pour justifier l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence. Donc, il est certain que les politiciens qui vont se présenter devant la commission vont se servir de cet aspect du témoignage
de différents corps policiers qui disent, entre autres, que la loi des mesures d'urgence était nécessaire. On n'a qu'à penser aujourd'hui au témoignage de Michael Duhem, qui était sous-commissaire, qui est sous-commissaire à la GRC, qui a parlé, entre autres, d'un aspect important de la loi sur les mesures d'urgence, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir geler les comptes bancaires de certains membres qui occupaient le centre-ville d'Ottawa, des membres du convoi. Donc, dans ce contexte-là, ça a précipité le départ de certains de ces membres-là qui, jusqu'à un certain point, ont vu leur compte de banque, l'accès au crédit gelé suite à l'information qui a été donnée par la GRC aux différentes institutions financières. Mais là, vous faites allusion à ça, mais quand même aussi, ça veut dire que la semaine prochaine, on s'attend à ce que, on sait que pour le restant de cette semaine, on va entendre parler le témoignage du conseiller principal en matière de sécurité nationale au premier ministre, mais la semaine prochaine, ce sont les ministres fédéraux et le premier ministre Justin Trudeau lui-même qui vont comparaître devant la commission. Vous attendez à quoi? Qu'est-ce que vous pensez qu'on va voir? Ce que je vais trouver fascinant de mon côté, puis ce que je trouve très, très intéressant à suivre la commission, c'est à quel point est-ce qu'il y a un lien, une zone grise entre, par exemple, les autorités policières qui gèrent une situation qui est hors du commun. D'ailleurs, la commissaire Lockey de la GRC a reconnu aujourd'hui que c'était une situation qu'elle n'avait jamais vue de tout son service. Et de l'autre côté, c'est les élus qui, eux, voient cette occupation-là, mais d'une perspective qui est ni plus ni moins de la gestion de la paix publique. Donc, ça va être intéressant de voir dans quelle mesure est-ce que les élus vont se servir des témoignages de certains hauts gradés policiers pour justement justifier l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence. Mm-hmm. Mais en même temps, on a eu tellement de témoignages qui ont aussi suggéré que ce n'était pas techniquement nécessaire pour invoquer la loi sur les mesures de guerre. Les politiciens, ils vont quoi? Peut-être faire une argumentation que, comme vous dites, là, que ce n'était pas techniquement nécessaire, mais c'était, je ne sais pas, pour la paix et le bon ordre. C'était pour rassurer la population ou quoi? Oui, effectivement, parce que si, d'ailleurs, le directeur Vigneault, le directeur du Service canadien de renseignement de sécurité, a clairement dit aux élus, quelques jours avant l'invocation de la loi, qu'à son avis, à lui, il n'y avait pas de menace de violence contre les personnes, contre les propriétés, il n'y avait pas de menace d'espionnage ou de subversion de la part d'un pays étranger. Donc, la loi n'était pas, selon lui, nécessaire pour mettre un terme à cette occupation-là. Par contre, les élus, eux, regardent ça comme une personne qui regarde l'ensemble de la population et toute l'instabilité que ça a créé, non seulement pour les policiers et les citoyens de la ville d'Ottawa, mais on pense à Coutts en Alberta ou le pont à Windsor qui est aussi bloqué. Ce qui met la table pour des témoignages très intéressants la semaine prochaine. Pierre-Yves Bourdelat, ex-sous-commissaire adjoint à la GRC, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.